et docteur Lambert pour les diapos. Merci. Merci beaucoup Nesrine. Alors, normalement, vous devez, je pense, voir bien les diapositives, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Moi, en effet, je suis, le docteur Pauline Fauché, donc je suis praticien hospitalier dans le service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au sein du centre de référence maladies rares Pradort, dont, professeure Christine Poitou-Berner et moi-même sommes responsables. Et donc c'est un travail qui a été, réalisé, par, le docteur Flora Lambert, qui est aussi présente et qui était interne dans le service, et qui a soutenu sa thèse, récemment, en février sur ce sujet grâce à votre participation à tous. Donc pour commencer sur cette étude crânio-GLP1, pour un peu, dresser le sujet rapidement avant de passer aux résultats de l'étude. Donc en fait, on s'est intéressé aux obésités hypothalamiques lésionnelles et donc les obésités hypothalamiques lésionnelles correspondent à plein d'étiologies différentes, dont la majorité d'entre elles, sont représentées par le crânio-pharyngiome, qui est une tumeur, bénigne hypothalamique. Mais il y a aussi d'autres causes d'obésité, hypothalamique lésionnelle qui ont pu bénéficier de traitements par analogue du GLP1, mais qu'on ne présentera pas ici. Le crânio-pharyngiome représente néanmoins entre 375 et 1500 patients en France. Donc, c'est sa prévalence en France. Et puis, il y a entre 30 et 125 cas diagnostiqués chaque année nouveaux en France par une amélioration du diagnostic et également une prise en charge adaptée. Le crânio-pharyngiome, comme je vous l'ai dit, c'est une tumeur rare, bénigne, donc OMS 1 de la région sellaire et suprasellaire, représentant 1 à 4,5% des tumeurs intracrâniennes, avec une incidence de jusqu'à 2,5 nouveaux cas par million d'habitants et par an. Et donc là, vous voyez les images, il y a une flèche qui s'est déplacée à gauche sur la coupe de scan et d'IRM d'une masse volumineuse sellaire et suprasellaire avec une composante calcifiée sur le scanner. La présentation clinique, elle est variable en fonction de l'âge puisque classiquement, il y a 2 prévalences, préférentielles, à l'enfant entre 5 et 15 ans et à l'âge adulte autour de 50 à 60 ans. Et la présentation clinique, elle est marquée soit par le syndrome tumoral, notamment chez l'enfant avec les troubles visuels et l'hypertension intracrânienne, soit plutôt chez l'adulte par des troubles hormonaux, par exemple un hypogonadisme, mais ça peut être aussi des troubles neurologiques ou une prise de poids qui est constatée au moment du diagnostic chez 15 à 30% des patients. La prise en charge lésionnelle et clinique est détaillée dans le consensus de la SFE publié fin 2024. Elle consiste, cette prise en charge lésionnelle, en une chirurgie en général, quasiment chez 90 à 95% des patients, éventuellement complétée par une radio ou une protonthérapie, voire une thérapie ciblée pour les tumeurs dont la NAPAT révèle une mutation BRAF, voire parfois une abstention thérapeutique, mais c'est beaucoup plus rarement le cas. Même si c'est une tumeur bénigne, donc le crânio-pharyngiome présente un excès de mortalité, donc avec un risque multiplié de 2 à 12 en fonction des séries, mais qui peuvent être des séries plutôt anciennes. Et c'est essentiellement marqué par la mortalité vasculaire, cardiovasculaire, cérébrovasculaire et également respiratoire. Au-delà de la mortalité, il y a des comorbidités qui sont très sévères et qui grèvent la qualité de vie du patient et sa vie future après la prise en charge lésionnelle, qui sont bien sûr le panhypopituitarisme, mais aussi les troubles du sommeil qui peuvent être secondaires à l'obésité, mais également centraux, de type narcolepsie ou hypersomnolence diurne, les troubles dysautonomiques, les troubles psychosociaux qui sont un peu décrits dans la littérature chez l'enfant, mais beaucoup moins chez l'adulte, et bien sûr l'obésité. Donc l'obésité, est-ce que c'est fréquent secondaire à cette tumeur? Ça représente quand même jusqu'à un patient sur deux, notamment sur la grande cohorte allemande de Müller. Et puis la prise de poids, elle est décrite essentiellement dans les premiers mois post-opératoires, donc 6 à 12 mois, voire même dans les 3 premiers mois pour une publication récente de février 2025 qui montrait que la prise de poids des crânio-pharyngiomes de l'enfant était essentiellement dans les 3 mois. Les patients qui sont à risque de développer une obésité sont ceux présentant une tumeur de grande taille envahissant l'hypothalamus, notamment le V3, qui peut être analysé lors de l'imagerie selon le score de grading de Muller. En cas de récidive tumorale, qui souvent marque aussi des tumeurs volumineuses, une résection tumorale qui a été donc trop large ou des réinterventions multiples. Évidemment, la présence d'une obésité dès le préopératoire
et les antécédents familiaux d'obésité, comme c'est le cas dans l'obésité commune. Les mécanismes de la prise de poids sont multiples et tous intriqués. La majorité donc est liée à l'augmentation des apports énergétiques. Cette augmentation des apports énergétiques, présentée ici à droite, est médiée par des troubles du comportement alimentaire, par dysrégulation hypothalamique des ressentis, rassasiement, faim, satiété, mais également une augmentation de la prise alimentaire secondaire aux troubles neuropsychosociaux, notamment éléments dépressifs, arrêt du travail, etc. Par les troubles du sommeil qui peuvent impliquer une prise alimentaire, notamment une noctophagie. Et puis aussi une baisse de la dépense énergétique totale, majoritairement par une baisse de la dépense énergétique liée à l'activité physique, qui peut être liée aux troubles neuropsychosociaux, au changement de mode de vie, mais également à la malvoyance. Et puis, selon certaines études, mais une étude encore ancienne de Holmer, qui date de 2015, sur des baisses de la dépense énergétique de repos, mais qui n'est pas forcément décrite dans des données plus récentes. Il existe aussi un hyperinsulinisme par les troubles de la régulation du système parasympathique et sympathique, qui vont favoriser la lipogénèse en lien avec l'augmentation aussi des prises alimentaires et donc favoriser la prise de poids. La prise en charge de l'obésité est détaillée dans le PNDS obésité de cause rare et dans le consensus de la SFE Cranio. Elle est multiple comme dans l'obésité commune. Elle a pour but de prendre en charge ou de prévenir les complications du crânio-pharyngiome, la prise en charge nutritionnelle, diététique, activité physique, mais également psychologique, mais avec souvent un échec en termes de perte de poids, mais aussi en termes de qualité de vie. Et donc, on peut proposer des solutions type chirurgie bariatrique, mais vous avez dû voir et participer à l'étude Crânio-Baria qui montrait quand même que la chirurgie bariatrique à 5 ans chez des patients atteints d'obésité lésionnelle était moins efficace que l'obésité commune, avec notamment des reprises de poids à 5 ans. Et puis, les thérapeutiques spécifiques se développent et je vous présente ici le rôle des analogues du GLP-1. Je vais passer rapidement sur les analogues, puisque je pense que ce qui vous intéresse, c'est les résultats de l'étude. Donc, bien sûr, les effets du GLP-1, de cette entérohormone, sont pléiotropes. Ce qui nous intéresse ici, c'est majoritairement ces effets centraux, avec un effet prosatiétogène et une baisse de la prise alimentaire sur sa fixation, notamment hypothalamique, mais pas que, puisqu'il y a des récepteurs, bien sûr, au niveau central du tronc cérébral, dans l'area post-REMA et dans le noyau du tractus solitaire, qui vont aussi activer le phénomène de l'arrêt de la prise alimentaire. Dans les obésités hypothalamiques lésionnelles, donc pourquoi ça peut être intéressant? Donc, il y a des modèles murins qui nous montrent que c'est vraiment une option potentielle, puisque dans un modèle de souris traité par liraglutine, donc qui est un type de GLP-1, on voyait un renforcement de la satiété par une fixation au niveau des récepteurs hypothalamiques de la voie propionélanocortine, donc anorexigène. Et puis sur un autre modèle de rat, avec une obésité, un modèle d'obésité lésionnelle hypothalamique traité par hexantine, on observait une réduction de la prise alimentaire malgré cette lésion provoquée au niveau du hypothalamus et des quantités consommées, essentiellement par un effet au niveau du noyau du tractus solitaire, donc sous-tendant que ça marcherait même en cas de lésion de l'hypothalamus. Dans la littérature donc sur les patients, il y a peu d'études. Il y a 6 case reports avec des résultats très variables en fonction de la molécule de GLP-1 et du type de patient. Il y a 4 études rétrospectives avec des effectifs maximum de 26 patients, avec pas que des crâniophryngiomes, avec notamment pour l'essai de Svensdrup de 2024. Donc, c'était sur 26 patients, dont 15 crâniaux, avec du sémaglutine, donc Wegovy ou Ozempic à 1,6 mg par semaine. Et eux voyaient une perte de poids de 10% à 2 ans, mais il n'y avait pas vraiment de description des effets détaillés, notamment de la tolérance. Il existe 2 études randomisées contrôlées sur l'exénatide dans une population crânio. L'étude ECHO publiée par Roth en 2021 qui ne montrait pas de perte de poids significative sous exénatide et l'étude crânio-exé publiée par Gata Sherifi et al. En 2024 sans effet non plus significatif sur le poids et la prise alimentaire, mais une tendance à la diminution du score de faim. Donc la question, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe en vie réelle, hors essai thérapeutique, sur une population d'obésité hypothalamique lésionnelle. Et c'était l'objectif principal de l'étude crânio-GLP1, donc en vie réelle, et également de voir la tolérance et les risques, notamment endocrinologiques, de ces traitements.
Donc, pour cela, vous avez été tout le réseau Force nous a permis de contacter de multiples centres pour récupérer des données rétrospectives sur des dossiers médicaux, avec, avant l'initiation, le recueil des complications de l'obésité, les données sur la prise en charge lésionnelle et le recueil des conséquences de la prise en charge lésionnelle. Et puis, sous GLP-1, on a recueilli le poids avant le premier traitement. On n'avait pas forcément la cinétique de poids avant, donc on ne peut pas voir sur la cinétique, mais on avait le poids avant la première molécule, à la fin de la dernière molécule, puisqu'il existe plusieurs molécules, certains patients en ont eu plusieurs, et puis la perte de poids avant chaque molécule et à la fin de chaque type, pour avoir l'efficacité de chaque type de GLP-1, avec le recueil de la tolérance et des éventuels effets secondaires, également pour chaque type d'analogue du GLP-1. Donc, vous avez été 15 centres à nous répondre favorablement et ça nous a permis de colliger les données de 124 patients. Donc, vous voyez, le dernier essai rétrospectif de Svenstrup, c'était 26 patients. Donc, on a vraiment une grosse cohorte. Donc, sur ces 124 patients, c'est des patients qui étaient relativement jeunes, âgés en médiane de 45 ans, un sexe ratio de 55% de femmes et un IMC à la mise sous GLP-1 de 40, donc une obésité grade 3, avec, malgré cet âge de 45 ans, quand même des sévérités, des comorbidités sévères, puisque 64% d'entre eux présentaient une dyslipidémie et 42% d'entre eux un diabète de type 2, notamment. On peut voir aussi qu'ils présentaient, pour 61% d'entre eux, un syndrome d'apnée du sommeil et 17% une narcolepsie, donc des troubles marqués du sommeil. En termes de prise en charge lésionnelle, donc le crânio-pharyngiome avait été diagnostiqué, enfin opéré en tout cas, donc diagnostiqué à l'âge de 27 ans, avec, vous voyez, un large range, donc des patients opérés aussi dans l'enfance. Et d'ailleurs, les crânio-pédiatriques représentaient 38% de notre cohorte. Et le delta entre le diagnostic du crânio-pharyngiome et la mise sous GLP-1 était très long, puisqu'on était à 17 ans en moyenne de délai entre la prise en charge chirurgicale et l'initiation. En termes de retentissement hypophysaire, antéhypophysaire et post-hypophysaire, donc vous voyez que 100% des patients avaient au moins un déficit antéhypophysaire. En grande majorité, donc, hypothyroïdie centrale, insuffisance cortico-gonadotrope, un diabète insipide dans 91% des cas et une insuffisance somatotrope dans 84% des cas, soit qui était actuellement traité, soit qui n'avait jamais été traité, soit on n'avait pas forcément la notion du traitement par GH. Donc, les GLP-1 reçus, donc vous voyez quand même que là, à gauche, vous avez parmi les 124 patients, combien ont reçu 1, 2, 3, voire 4 molécules. Donc, la majorité d'entre eux, 71 patients, ont reçu une molécule de GLP-1. Et puis, il y en a quand même d'autres qui ont reçu plusieurs types à la suite et un patient qui a même reçu les 4 types d'analogues du GLP-1. En termes de répartition de prise de molécules reçues par patient, donc vous voyez que 96 patients ont reçu du sémaglutide, donc c'est en gris foncé, 53 patients du liraglutide, 27 patients du dulaglutide et 22 patients de l'exénatide, principalement d'ailleurs dans l'essai crânio-exé. Et les doses notamment de SEMA, hein, ce qui nous intéresse en priorité, c'était environ 1,2 mg par semaine et seulement 22 patients sur 96 ont reçu plus de 1 mg, donc des doses obésité. En termes d'évolution pondérale, donc, qui était l'objectif principal de l'étude, vous voyez qu'à gauche en noir, vous avez la perte de poids totale, toutes molécules confondues. Donc, c'était 5%, avec une durée moyenne de traitement de 40 mois, donc long, plus de 3 ans. Et quand on regarde molécule par molécule, la molécule qui est la plus efficace était le sémaglutide, avec 7%, enfin 7,3% de perte de poids, à des doses, je rappelle, en moyenne de 1,2 mg par semaine. Donc, un patient sur 2 perdait au moins 5% du poids, un patient sur 3 au moins 10%, et le sémaglutide semblait plus efficace que les autres molécules. Dans la littérature, je vous ai déjà dit que dans l'essai rétrospectif de Svenstrup, la perte de poids, c'était 10% à 2 ans, donc plutôt supérieure à chez nous. Mais chez eux, ils avaient une posologie de 1,6 mg de SEMA versus 1,2 chez nous. Et d'ailleurs, quand on regarde dans notre cohorte, ceux qui avaient eu plus que 1 mg, la perte de poids était de 9,2%, donc qui est plutôt non significativement différente de la perte de poids de l'étude de Svenstrup.
Dans l'obésité commune, je ne vous rappelle pas les résultats des programmes STEP, mais j'ai choisi de comparer à l'étude STEP sur les personnes diabétiques, puisque 42% de notre cohorte était diabétique. C'était 9,6% de perte de poids à 2,4 mg dans l'étude STEP. Mais chez nous, la posologie est vraiment inférieure. Et puis, c'est la vie réelle, ce n'est pas les essais thérapeutiques. Donc, globalement, ça fonctionne, mais plutôt moins bien, mais à des doses de sémaglutide inférieures. Et puis, bien sûr, on attend avec impatience toutes les études, l'étude SEMA-Search avec toutes les données sur les patients, notamment en obésité de cause rare, traités par sémaglutide dans le cadre de l'accès précoce Wegovy. La perte de poids, je vous donnais les chiffres globalement, mais là, vous avez la variabilité interindividuelle par patient, chaque patient étant une colonne grise, avec la barre en pointillé rouge à 5% de perte de poids et 10%. Donc, vous voyez qu'une grande majorité a perdu au moins 5% de son poids. Mais vous voyez aussi tout à droite des patients qui sont totalement non répondeurs au traitement, quel qu'il soit, et même 2 patients qui ont pris jusqu'à 40-50% de prise de poids sous analogue du GLP-1, alors même qu'en questionnant les centres, il n'y avait pas eu de réintervention chirurgicale de facteurs majeurs explicatifs en dehors de TCA très marqués chez ces 2 patients. Pourquoi la réponse pondérale au GLP-1 serait diminuée dans cette population? Donc, dans la littérature et puis donc, dans ce qu'on connaît aussi des modèles murins, donc, il y a quand même probablement une perte de la synergie des actions du GLP-1 au niveau central. Certes, l'action se fait au niveau du noyau du tractus solitaire ou de l'area post-REMA, mais quand même son effet au niveau hypothalamique, au niveau des noyaux arqués et POMC, des neurones POMC, est quand même largement diminué. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un effet moindre que l'obésité commune, avec notamment ces 2 patients dont je vous ai parlé, qui présentaient des troubles du comportement alimentaire avec une impulsivité alimentaire majeure. Les facteurs prédictifs de la réponse à la perte de poids, qui était intéressant de regarder, en fait, le seul facteur qu'on a retrouvé, c'était l'âge du patient à la mise sous GLP-1, donc avec un résultat un peu étonnant, puisque plus le patient était âgé et plus l'IMC diminuait sous analogue du GLP-1. On va revoir ça un peu après comme point. Les autres éléments n'étaient pas du tout prédictifs de réponse, notamment le statut diabétique. Donc, les gens diabétiques ne perdaient pas moins de poids. L'âge au crânio-pharyngome, puisqu'on pouvait, par rapport aux études de la littérature, se dire que peut-être les crâniopédiatriques ayant une atteinte depuis plus longtemps perdraient plus de poids, mais ce n'est pas le cas. Perdraient moins de poids, mais ce n'est pas le cas. La durée de traitement non plus n'avait pas d'effet sur le poids, sur la perte de poids, ni la position du SEMA en se disant peut-être que si on l'avait mis en premier, ça marcherait mieux. Non, ça ne marche pas mieux dans cette étude. Pour se dire que l'âge du patient influencerait la perte de poids dans le sens de plus on est âgé au moment de la mise sous GLP-1, plus ça marche, notre hypothèse, ce serait que cette perte de poids serait médiée aussi par une perte de masse maigre. Dans l'obésité commune, la perte de masse maigre évaluée sous analogue du GLP-1 est très variable, jusqu'à 15 à 60% du poids perdu selon les essais. Et dans l'étude ECHO, qui est la seule à avoir regardé un peu la masse maigre des personnes OHL traitées, il n'y avait pas de diminution significative de la masse maigre, mais par contre une diminution de l'activité physique. Et c'était donc une cohorte de 38 crâniopharyngiomes, mais plutôt âge pédiatrique ou en tout cas jeune. Donc ça, ce serait une étude aussi intéressante de regarder l'évolution de la composition corporelle, mais également de la force musculaire, quelle que soit la perte de poids, mais donc sous analogue du GLP-1, chez ces patients traités. En termes de tolérance et de sécurité globale, donc on avait 94 événements rapportés sur des données rétrospectives, essentiellement digestifs. Vous voyez dans ce camembert que c'est essentiellement douleur abdominale, nausées, vomissements, diarrhée, reflux et puis constipation. Les 2 cas de pancréatite, il y avait un cas avéré, lithiasique, et l'autre, c'était une suspicion. Ces effets digestifs ont conduit à 12% d'arrêt transitoire. Il y a eu donc un événement indésirable grave et 2 décès, mais sans lien avec le traitement par analogue du GLP-1. Les effets digestifs, je vous l'ai dit, donc ils sont plutôt légers à modérés. Ils sont comparables aux données de la littérature. Par contre, ils aboutissent plus à un arrêt du traitement, probablement parce qu'il y a un parallèle des symptômes digestifs sous analogue du GLP-1 si c'est mal toléré et des symptômes d'insuffisance corticotrope aiguë
qui peuvent à la fois précipiter une décompensation aiguë et faire peut-être arrêter le traitement de façon inadaptée ou en tout cas définitive, alors que peut-être c'était une adaptation transitoire. Donc, il souligne la nécessité d'accompagner les patients en les prévenant des troubles digestifs, en leur revoyant avec eux l'éducation à l'insuffisance corticotrope aiguë pour éviter le risque d'arrêt du traitement. En termes de sécurité endocrino, donc il y a 57 événements qui ont été rapportés, essentiellement donc avec un patient sur 4 qui a augmenté ses doses d'hydrocortisone, probablement en lien avec les troubles digestifs rapportés. Et puis 11 patients qui ont eu 15 hospitalisations pour décompensation corticotrope ou décompensation de leur diabète insipide. Donc 15 hospitalisations en lien avec ces décompensations. Et puis Flora a interrogé chacun des centres pour savoir s'il y avait des facteurs retrouvant une cause autre que l'analogue du GLP-1. Et donc il n'y avait pas forcément de facteurs autres que l'analogue du GLP-1 pour rapporter ces décompensations. Donc une personne sur 10 a présenté une décompensation aiguë avec dans 30% des cas une hospitalisation. Donc ça souligne la nécessité de vraiment les entourer. On sait en effet que les analogues du GLP-1 peuvent avoir un effet ADH-like et donc entraîner une diminution de la perception de soif, ce qui peut décompenser leur diabète insipide. On sait également que les analogues du GLP-1 peuvent avoir un effet au niveau de l'inhibition de la réabsorption tubulaire proximale du sodium et donc une réabsorption passive de l'eau au niveau du tubule distal, modulant du coup les besoins en desmopressine. Donc, il faut aussi prévenir le patient, peut-être l'entourer en lui demandant un score de soif et en surveillant le ionogramme régulièrement, au moins à l'introduction et à l'augmentation des doses d'analogues du GLP-1. Donc, les forces de l'étude, c'est que c'est une étude en vie réelle avec un grand effectif de patients qui représente donc des patients sur toute la France et qui étudie l'ensemble des molécules d'analogues du GLP-1 sur le marché. Évidemment, les biais sont liés aux données rétrospectives, aux biais de sélection, puisque c'est des patients qui sont suivis dans des centres, donc des CSO, des centres de référence, donc des patients souvent complexes et comorbides, et avec des posologies données surtout à visée antidiabétique, puisqu'on a débuté l'étude sans forcément l'accès précoce Wegovy, et donc pas des doses de réduction pondérale. Donc, en conclusion, cette étude crânio-GLP-1 montre que les analogues du GLP-1 sont une option pharmacologique intéressante associée à la prise en charge nutritionnelle optimale, avec une perte de poids modérée mais significative, moindre probablement que dans l'obésité commune, avec une variabilité interindividuelle dont les facteurs prédictifs restent quand même à mieux étudier. On conseille, vu cette étude, de privilégier plutôt le sémaglutide et puis d'entourer la prescription d'éducation thérapeutique individuelle ou de groupe pour mieux prévenir les troubles digestifs et adapter les doses d'hydrocortisone et de desmopressine. Voilà, donc je reste disponible et je remercie tout le monde pour m'avoir écouté, mais aussi beaucoup Flora pour tout ce recueil de données et cette étude pour sa thèse. Aussi Émilie Guillon et Eddy Soula qui ont participé aux analyses statistiques, et bien sûr les 15 CSO investigateurs et le réseau Force, et les patients qui ont accepté de partager leurs données. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous voulez poser des questions? Vous avez des questions ou vous pouvez même les écrire dans la conversation? On répondra. Oui, on avait oublié de vous dire de les mettre dans le chat avant, mais... Ouais. Vous avez écrit l'article? Oui, presque. Cool. Bravo, c'est super. Superbe étude. Merci Pauline d'avoir managé tout ça. Merci à tous les centres, hein, c'était top. Il n'y a plus qu'à le faire pour le Wegovy. Oui, ça va venir. On compte sur toi aussi. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que ça sera quand même différent avec des données, des doses supérieures, avec du coup des patients non diabétiques aussi. Et du coup, alors on voit les résultats, tout ça. Est-ce que tu recommandes d'utiliser le traitement en disant que ça va marcher comme un peu dans le diabète, sur le poids? La question, oui, donc la réponse, elle est double. C'est que la première, c'est quand même, c'est pas accessible à tout le monde puisque c'est payant à l'heure actuelle. Donc, mais je pense que les patients au moins diabétiques, bien sûr,
avec cette idée en plus du bénéfice sur l'insulinorésistance, le foie, etc. Donc oui, mais avec les précautions quand même endocrino qui n'étaient pas décrites dans la littérature tellement bien. Donc voilà. Et puis la question, c'est la place par rapport aux 7 mélanotides, puisque ces patients maintenant sont éligibles à l'agoniste MC4R. Donc je dirais quand même qu'en première intention, j'aurais tendance à proposer l'imcivrée, qui a une action plus efficace et plus logiquement efficace. Mais que s'il y a un diabète, il faut penser à du GLP-1 avant ou pendant. On a aussi des patients qui sont traités par les 2 molécules, et laisser la chirurgie bariatrique vraiment en dernière intention, vu les molécules maintenant, quoi. Voilà, je dirais ça dans l'algorithme. 7 mélanotides, plus ou moins GLP-1 et Et tu as dit juste, c'est 5% d'arrêt, non, 12% d'arrêt de traitement? ouais. OK. Ouais. 5%, c'était plutôt pour le Tirzé, je crois, dans les études phase 3. On est un peu au-dessus quand même dans STEP, d'arrêt du traitement. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est le côté confusion avec les signes d'insuffisance corticotrope, etc. Ouais. Il n'y a pas de question du coup. Personne n'a de question. Non, Bon, c'était on va trop s'arrêter clair. là. Il est pile poil l'heure. Alors, il y a une main levée là. Une petite main levée. On y va. Une dernière question. Anna, à Toulouse. Oui, juste, ça fait rebondir sur ce que vous venez de dire. Déjà, bravo, c'est super comme résultat. Et est-ce que du coup, vous avez l'expérience de patients qui ont les deux, Imcivree et Wegovy? Est-ce que les résultats se cumulent ou est-ce que... Donc oui, on a l'expérience. Donc, je pense que, bon, c'est pas non plus 20 patients, mais notre expérience du coup à la Pitié, c'est qu'il y a une augmentation des effets secondaires digestifs au début, à l'initiation du 7 mélanotide. Donc, on a tendance à conseiller de baisser éventuellement la dose de Wegovy pour permettre l'augmentation du 7 mélanotide à la posologie la plus efficace, parce que parfois, ça nous empêchait d'augmenter la dose d'Imcivree, donc dommage. Et en tout cas, on a l'impression que les patients perdent plus quand ils ont la double molécule. Et on a aussi testé d'arrêter le Wegovy avant l'initiation du 7 mélanotide pour voir. Et on avait du coup des patients qui ne perdaient pas beaucoup sous 7 mélanotide parce qu'en fait, on leur avait enlevé leur solution d'avant. Donc, du coup, on les a remis sous GLP-1. D'accord. C'est hyper important ce que tu dis là. Nous, on va avoir ça là, une dame sous Wegovy qui a perdu une dame qui a un Bardet-Biedl qui a perdu 25 kilos, je crois, et qui veut maintenant, là, qui va en avril avoir d'Imcivree. On était parti pour l'arrêter. Mais si tu as cette expérience-là, c'est hyper précieux. On va peut-être essayer de maintenir le Wegovy. Je pense qu'il faut le diminuer éventuellement à 1. En plus, il y a quand même le bénéfice sur l'insulinorésistance, etc., du Wegovy que cette mélanotide n'aura pas du coup. Donc, moi, j'aurais tendance à le continuer. À chaque fois qu'on l'a arrêté, on s'est retrouvé avec une efficacité moindre et on s'est dit, est-ce que c'est le 7 mélanotide qui ne marche pas? Est-ce que c'est parce qu'on a arrêté le Wegovy? Donc, bon, voilà. Top. On va s'arrêter là parce qu'il est 13h et puis on vous donne rendez-vous pour la maladie de Verneuil et les GLP-1. Ouais. On continue sur la série médicamenteuse le 13 mai prochain à la même heure. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était top.